capitalisme, de l'esclavage et de la colonisation. La révolution commerciale, la première révolution industrielle, la deuxième, ainsi que la révolution industrielle. L'actualité, notamment au pays, sur notamment la conférence de presse du président de la République, qui ne cesse de nous produire de nouvelles réactions. Et enfin, le Mali et l'Iran. Le Mali et l'Iran sont deux nations du monde qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Alors, en face de nous, M. Freddy Mulumba, encore une fois, qui est là pour nous décrypter toutes ces questions d'actualité. Bonjour M. Freddy Mulumba et merci encore une fois de nous faire cette confiance. Salut Jérémy Dan. Merci beaucoup M. Freddy Mulumba. Vous n'êtes plus à présenter, politologue, journaliste, chercheur, amoureux, passionné du Congo. Alors, on va rapidement commencer par la clé de lecture, comme d'habitude. Oui, Dan, aujourd'hui je commence par une analyse sur le capitalisme. Oui. Beaucoup de Congolais, tout comme beaucoup d'Africains, ne sont pas conscients des conséquences du système capitaliste sur notre vécu quotidien, sur notre destin. Depuis 1492, on a été vaincu par l'Europe, on ne pas dire par l'Occident. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 siècles, nous sommes sous domination. 5 siècles 5 siècles, nous sommes sous domination. J'ai 5 livres. Je serai très bref. Oui. Il y a le premier livre, c'est écrit par Jérémy Ricklin. C'est un Américain. La nouvelle société du coût marginal zéro. Internet des objets, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. Ce qui est beaucoup intéressant, c'est cet ouvrage. Il y a un chapitre, la première partie, il parle de l'histoire méconnue du capitalisme. Que dit Jérémy? Jérémy dit ceci. Il écrit: les grandes révolutions économiques de l'histoire se produisent quand les nouvelles technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d'énergie. Pour dire, le capitalisme tel que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu d'abord sa naissance est due à l'émergence de nouvelles technologies ou bien la science et l'innovation. Il a 4 grandes révolutions économiques du capitalisme. La première révolution, c'est la révolution commerciale. Les Occidentaux, les Européens, sont partis en Chine. Ils ont eu la poudre à canon, la boussole et la presse à l'imprimerie. Ce ne sont pas des inventions européennes, elles sont chinoises. Ils ont modernisé. Et grâce à ces inventions chinoises, il s'est créé des forces à l'interne, libérées par la révolution commerciale et la Renaissance en Europe. Donc, ce qui a fait, c'est que l'Europe a eu la puissance pour aller dominer le monde. Donc, le capitalisme tel que nous connaissons aujourd'hui, il faut dire, donc on peut parler de la première révolution commerciale, c'est grâce à ce qui est venu de la Chine. Conséquence, la tête négrière et l'esclavage. Et là, il y a un autre deuxième livre, écrit par un noir américain, John Hope Franklin. L'esclavage, la liberté. Histoire des Afro-Américains. C'est là où il explique les causes, ou bien les causes de ce qui est à la base de l'esclavage. La tête négrière et l'esclavage. Pour lui, c'est la révolution commerciale qui a commencé en Europe, couplée de la Renaissance vers les années 1400. Donc toutes ces forces ont fait qu'on commence par chercher des gens avant de les exploiter. Ça, c'est la première phase, la révolution commerciale. Deuxième conséquence, la deuxième phase, c'est la révolution
la première révolution industrielle. Et là, ça a commencé avec l'Angleterre. Il faut dire ici, cette révolution commerciale a profité à l'Espagne et au Portugal. Pourquoi les deux pays? Mais c'était des grandes puissances, on a tendance à oublier. Portugal et Espagne étaient oui, c'est eux qui ont lancé. Christophe Colomb, c'était un Espagnol qui est parti découvrir l'Amérique. Avec quoi? Ils ont eu les armes à feu grâce au poudre à canon qui vient de la Chine. Ils ont eu la boussole pour que leurs bateaux se déplacent. Ils ont eu l'imprimerie. Donc, sans ces révolutions, sans comment ces éléments venant de la Chine, l'Europe ne sera pas puissante. Conséquence, ils ont fait la traite négrière. Ils ont cherché les Noirs et les vendre. Maintenant, il y a la deuxième révolution. C'est la première révolution industrielle. Il y en avait 4. Première, révolution commerciale. Deuxième, la première révolution industrielle. Ça a commencé avec l'Angleterre. Il y a eu la machine à vapeur. Et pour que cette machine à vapeur qui a été inventée, cette machine à vapeur, il fallait utiliser le charbon comme énergie pour que ça puisse un peu rouler. Mais ce qui est expliqué dans ce livre, ce troisième livre, écrit par Eric Williams, Capitalisme et esclavage. Williams explique on n'a pas mis fin à la traite négrière ou à la colonisation parce qu'on aimait les Noirs. Non, parce que sur le plan économique, ça coûtait beaucoup plus cher. Il fallait mettre fin à cela. Moralement, ils ont commencé. Après, il y a eu beaucoup de gens qui commençaient à utiliser la morale. On ne doit pas vendre les gens, mais c'était un faux discours. Mais la réalité, c'était quoi? Avec l'invention de la machine à vapeur, avec l'industrialisation en quelque sorte, on n'avait pas besoin de main d'œuvre. Vendre des gens, parce que la machine pouvait faire le travail de 1000 personnes. Donc, ce n'était pas encore utile de faire la traite négrière. Voilà pourquoi on a comment dirais-je, aboli la traite négrière et l'esclavage. Mais ça a permis à ce que, selon Eric Williams, à ce que l'industrialisation naisse en Europe. C'est avec l'argent de l'esclavage qu'on a financé tout ce qui est la première industrialisation, la première révolution industrielle. Donc sans le noir, sans l'esclavage, sans la traite négrière. C'est grâce à la traite négrière, grâce à l'esclavage. Ça a fait beaucoup de richesses des Européens qui vendaient les Noirs en Amérique, les Noirs qui travaillaient dans des plantations. Tout ce qu'on ramenait en Angleterre, ça finançait la première révolution industrielle avec la machine à vapeur. C'est comme ça que ils étaient obligés d'abolir l'esclavage de la traite négrière. Mais ceux qui ils abandonnent l'esclavage, maintenant il fallait faire quoi? Parce que la traite négrière était abolie. Il y a la deuxième révolution, il fallait coloniser. Voilà pourquoi la colonisation a eu lieu. On avait besoin de main-d'œuvre. On avait besoin, au lieu qu'on soit encore vendu en Europe, pas en Amérique, on préfère nous installer et nous exploiter sur place. C'est ce qui s'est passé. Quand tu dis nous noirs, pour être avec les Noirs africains, on a fait la colonisation. Donc la colonisation, c'est une autre forme d'esclavage. En quelque sorte. Et ça a commencé avec quoi? Avec la conférence de Berlin en 1885. Et ça coïncidait aussi, deuxième révolution, révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle. Celle-là a eu son évolution grâce au moteur à combustion avec l'automobile et l'usage du pétrole. On a découvert le pétrole à la place de charbon. Des avions, vous avez des véhicules, des voitures, et pour ça on a besoin du pétrole. Et le pétrole se trouvait où? Au Moyen-Orient. Voilà ces trois révolutions.
par révolution commerciale. Première révolution industrielle. Deuxième révolution industrielle. Pour l'autre économiste, un autre économiste, je dirais africain, l'Égyptien, franco-égyptien, Samir Amin, il a publié un ouvrage sur la crise. Sortir la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. Il a dit très clairement. Première révolution commerciale. Première révolution industrielle. Deuxième révolution industrielle se trouve dans le cadre du modèle capitaliste de prédation, d'accumulation par des possessions. Voilà pourquoi l'Occident a fait des guerres pour d'abord prendre les Noirs, les vendre. Première révolution commerciale. Deuxième, faire des guerres pour se partager le monde et contrôler les matières premières, la colonisation. Donc jusqu'aujourd'hui, ces modèles d'accumulation par des possessions existent. Voilà pourquoi les guerres sont toujours présentes dans le monde occidental. Mais maintenant, avec la troisième révolution industrielle, celle-là est basée sur le numérique, sur tout ce qui est technologique. Avec l'intelligence artificielle notamment. Tout ça. Mais ça, nous quittons l'accumulation par des possessions. Nous entrons dans un autre modèle du capitalisme, accumulation des richesses par les savoirs, la connaissance, la science, nouvelles technologies et innover. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des guerres. Voilà, la Chine est riche sans faire de guerre. La Chine est riche, c'est d'abord parce qu'il a beaucoup investi dans les nouvelles technologies, il a beaucoup innové. Il faut se dire que les États-Unis d'Amérique ont beaucoup investi dans les nouvelles technologies, ils ont aussi beaucoup innové. Mais il y a une part d'accumulation, d'accumulation par des possessions qui est restée encore, je dirais un peu, dans les attitudes, les habitudes des Américains. Voilà pourquoi il y a des guerres. Voilà pourquoi il y a la guerre en Iran. C'est quoi? Nous prenons le pétrole. Le pétrole n'appartient pas aux Américains, mais ils pensent que ça leur appartient parce qu'ils sont forts. On prend le pétrole et ils le gèrent pour être riches. Mais avec la science, nouvelles technologies innovées, on ne demande pas d'aller faire des guerres. Donc la Chine n'a pas fait de guerre. La Chine a investi dans la science, nouvelles technologies, et elle a innové. Voilà, la Chine est riche, la Chine est puissante. Le dernier livre, ça vient de sortir, c'est écrit par, je pense, un Britannique ou bien américain. C'est un journaliste qui est venu ici. The Elements, les éléments du pouvoir. Ça, c'est en anglais. Je préfère que les gens voient un peu. Cet ouvrage, l'homme est venu ici, il a fait son reportage, mais il était très frappé de voir que nous sommes un pays trop riche, mais une population appauvrie. Il a expliqué, depuis 1492, donc on a été vaincu par l'Occident jusqu'à ce jour, nous sommes victimes d'un capitalisme prédateur venant du monde occidental. Mais ce qui est important là pour nous, un peu spécial, c'est parce qu'il parle, il compare le pétrole. Je vais parler ici, je vous ai parlé du capitalisme, la deuxième révolution industrielle a eu naissance grâce au pétrole avec les moteurs à combustion. Maintenant, nous sommes dans la troisième révolution industrielle. Vous avez de nouvelles technologies, vous avez des terres rares, ce qu'on appelle minerais stratégiques. Donc, c'est le pétrole de demain. Donc, le Congo, on peut le considérer comme l'Arabie saoudite de demain. Pourquoi? Parce que nous détenons la grande partie des minéraux stratégiques et critiques pour, comment dirais-je, pour le développement de l'industrie numérique et technologique. Vous avez le cobalt, vous avez le cuivre, ça se trouve chez nous. Donc, sans le cobalt congolais, il est difficile qu'on connaisse cette troisième révolution industrielle. Il y aura des difficultés. Donc, si j'ai pris cette situation du capitalisme que j'ai essayé un peu d'expliquer, c'est pour que les gens comprennent. Ce qui se passe actuellement n'est pas l'effet du hasard. Pour mieux faire,
il faut qu'on soit capable d'abord d'apprendre notre histoire, d'étudier l'histoire du capitalisme. C'est important. Je pense que les Noirs américains ont fait un travail énorme au partant en Amérique. D'ailleurs, celui qui a écrit le livre sur l'esclavage à la liberté, c'était noir. On peut dire c'est un fils d'esclave. Il a relaté l'histoire pour que l'histoire ne se répète pas. Mais nous, on est victime du capitalisme occidental. Accumulation par des possessions. Maintenant, nous passons dans une autre ère du capitalisme. Accumulation par les savoirs, par la science, par les connaissances, par l'innovation. La Chine se présente et l'Amérique, ils sont en compétition sur notre pays parce que nous détenons des matières stratégiques qui vont concourir à la révolution industrielle et à l'émergence d'autres sciences. Mais maintenant, quelles leçons a-t-on tiré de l'histoire du capitalisme? Voilà pourquoi je préfère qu'on en parle maintenant. Parce que vous voyez ce qui se passe à l'Est. Kagame sans tête, Museveni sans tête, ils disent nous devons rester au Congo. Vous à Kinshasa, vous ne comprenez pas. Pour mieux comprendre, il faut relire, étudier l'histoire de ce capitalisme, l'histoire de 500 ans, 5 siècles de domination sur notre pays, sur notre Afrique, pour tirer des leçons de l'histoire, pour éviter que l'histoire se répète. Est-il possible? Parce que hier, ce sont les Européens, les Occidentaux, qui nous ont dominés, qui nous ont vendus. Et si on ne tire aucune leçon, demain ce sera les Chinois, ce sera les Indiens, ce sera les Arabes. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse apprendre cette histoire à nous et à nos enfants. Et tout homme politique qui se dit politique doit apprendre ça. Donc tout ça, je l'ai fait pour qu'on comprenne la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pourquoi tant de guerres? Qu'est-ce qui se cache derrière? Aujourd'hui, avec des grandes limitations sur le plan technologique, avec la troisième révolution industrielle, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette occasion pour tracer notre propre voie de liberté, une voie pour le développement, pour notre propre Congo, et aussi pour l'Afrique? C'est là où le travail des intellectuels de montrer la voie à suivre. Ça demande qu'il faut un débat. D'abord dans les universités. Ensuite dans les un débat sur le capitalisme. Sur le capitalisme d'abord. Il faut comprendre. D'ailleurs, il y a déjà un article qui est sorti dernièrement, écrit par 3 auteurs dans Foreign Affairs, le 30 avril 2026. La nouvelle malédiction des ressources. Comment les minéraux critiques vont bouleverser la géopolitique. Et ici, on compare le pétrole aux minéraux critiques parce que le pétrole a joué un rôle important dans la deuxième révolution industrielle en donnant la puissance à l'Occident et à l'Amérique. Maintenant, nous avons les minéraux critiques qui vont jouer un rôle important dans la troisième révolution industrielle. Et ces minéraux se trouvent chez nous. Sommes-nous conscients? C'est la question. Donc, il faudrait toutefois recentrer notre débat et qu'on ne se perde pas dans des choses, dans des querelles d'individus, des querelles inutiles. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience pour que l'histoire ne puisse pas se répéter. Monsieur Freddy Mulumba, en tout cas, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette belle entrée en la matière. Mais est-ce qu'il y a l'espoir? Il y a l'espoir que le Congo ou l'Afrique puisse s'affranchir de cette domination du monde capitalisme occidental? Il y a l'espoir si nous prenons conscience. Il y a l'espoir. Il y a des peuples qui ont souffert. Je vous prendrai le cas des peuples chinois. Il faut relire l'histoire de la Chine. Ils ont souffert comme les Africains? Moins que les Africains parce qu'on ne nous a pas vendus. Nous, on a souffert pourquoi? Parce que dès que l'Occident nous a battus, vaincus, ils ont pensé qu'on était une race inférieure. On n'avait pas de civilisation. C'est ainsi qu'ils sont venus chez nous en disant qu'on va nous civiliser. À travers l'école, ils ont imposé leur manière de voir, de se comporter. Donc nous sommes aujourd'hui des élites aliénées ou bien des êtres aliénés. Ce qu'ils n'ont pas fait en Chine. En Chine, ils sont venus pour faire des affaires, mais ils ont respecté
la culture chinoise. Un petit mot par rapport à cette notion d'intellectuel. Parce que j'ai reçu M. Manjolo ici. On a eu cet échange-là par rapport à la notion d'intellectuel. Pour lui, l'intellectuel, c'est celui qui apporte qui apporte des solutions à sa communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette notion? Qui est intellectuel au Congo? D'abord, le mot intellectuel vient de l'étranger, ça vient de l'Occident, ça ne vient pas de nous. Hein, il faut passer par l'école. Hein. Moi, je pense qu'il y a Ngal, le professeur Ngal, qui avait très bien défini. Être un intellectuel, c'est être conscient de la société, participer au débat et montrer la voie à suivre. Ce n'est pas question de diplôme. Dans notre ancienne société, je pense, prenons le Rome Congo, il y avait des intellectuels, mais n'ont pas fait l'université occidentale. Mais quand il y avait des problèmes au sein de la société, ces gens intervenaient et montraient la voie à suivre. Donc, ce qui est beaucoup plus important, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. On ne peut pas faire ces débats entre intellectuels quand on voit les conditions dans lesquelles se trouve notre pays. C'est un faux débat. Qui est intellectuel ou pas, est-ce que réellement le pays est à la hauteur avec tout ce qu'on a comme richesse? Donc moi, je ne vois pas, il ne faut pas faire ce débat. Ce qui est important, que tu sois intellectuel ou pas, il faut voir qu'est-ce que tu as fait pour les pays. Donc, c'est pour éviter ces débats occidentaux. Hein? Je parle en tant qu'Africain. Ce qui compte, chez nous, on dit, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alors, merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Je crois qu'avec votre permission, on va devoir avancer vers d'autres questions de l'heure, questions d'actualité. Commençons d'abord par la lecture de cette conférence du président de la République. Vous l'avez suivi certainement. Intégralement, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette conférence de presse du président? Non, il faut être très précis. Il a parlé de quoi? Moi, ce qui m'a beaucoup retenu mon attention, c'est la révision constitutionnelle, le troisième mandat. Pour moi, c'est l'essentiel. Le reste, c'est accessoire. Je pense que aujourd'hui, on a un problème à Kinshasa. On fait des débats sur des questions secondaires. Le pays est occupé. Ça fait 30 ans que Kagame Museveni occupe. Tout le monde sait que pendant ces 30 ans, c'était Kagame qui gérait le Congo. Tout le monde le sait. Et pendant ces 30 ans, on avait élaboré une constitution. J'ai suivi les ministres chez Kitundu, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait qu'avant qu'on puisse discuter la constitution à Kinshasa, ça passait par Kigali. Tout est très clair. Ce n'est pas notre constitution. Il faut faire vite pour la revoir. Au moins, on ait cette occasion pour élaborer une constitution qui réponde à nos attentes, mais en s'ouvrant sur le monde. Ça signifie qu'il faut que le président l'a dit, il y aura des experts. Il faut qu'il y ait des débats publics pour dire quelle nous voulons, quelle société nous voulons. Comment s'organiser? Ce n'est pas une histoire des étrangers. C'est à nous. Il était normal, après 30 ans de guerre, tout le monde sait maintenant que c'était Kagame qui gérait. Tout est à refaire. Ça, c'est un deuxième problème. Quand vous circulez à travers les pays, vous avez l'impression que l'État n'existe pas. Mais il s'agit de quel État? C'est un État importé, le modèle de l'État importé. Cet État a été d'abord imposé par la colonisation en 1885, un État qui était contre le peuple, un État qui n'avait pas de racines dans la population, un État prédateur qui était au service de l'Occident. Cet État est entré en crise. Cet État s'est désintégré. La première fois que l'État, le modèle de l'État, s'est intégré, c'est vers 1960. Quand on a eu l'indépendance, tout le monde est parti. Les Belges ont quitté. Il n'y avait pas de cadre pour gérer le modèle, donc l'État colonial qu'on avait hérité. Ça crée une crise. On a eu à peu près 5 ans
60-65. Il y a eu beaucoup de désordres. Il y a eu les chaos, rébellions, donc sécession katangaise et du Kasaï. Donc les Congolais sont recherchés. Jusqu'en 1964, on a eu une constitution, mais Mobutu est parvenu à faire un coup d'État en 1965. Mobutu a construit le deuxième État congolais, ce qu'on peut appeler zaïrois, hein, État patrimonial. Donc on a eu l'État colonial qui travaille pour les intérêts étrangers, pour les capitalistes et pour le monde occidental. Mobutu prend le pouvoir, il réplique les modèles de l'État colonial. Mais la différence c'est quoi? Il s'est fait patron, avec toute une clique de gens qui géraient l'État pour leurs propres intérêts et pour les intérêts étrangers. Donc on a eu des capitaux à la tête de l'État congolais, de l'État zaïrois. Cet État est entré en crise en 1984 à peu près. Là, il y a un beau livre que je recommande aux Congolais de lire, de Crawford Young et Thomas Turner. Crawford Young est déjà décédé, il y a Tom Turner qui est encore en vie. The Rise and Decline of the Inner State, la montée et le déclin de l'État zaïrois. Donc, quand la FDL est arrivée, on a balayé tout. On est arrivé dans un vide étatique. Maintenant, avec l'arrivée de la FDL voulait aussi mettre son État en place. Contre le peuple, pas avec le peuple. Contre les intérêts. Voilà pourquoi Kagame a tout géré. Maintenant, il y a une grande rupture. L'arrivée de Félix. Kagame n'a plus le monopole, n'a plus le contrôle du Congo. Du moins, on peut se sentir libre maintenant de redéfinir les règles de jeu, de réorganiser notre société et de faire une constitution qui peut s'adapter aux réalités congolaises pour défendre les intérêts congolais. Donc, il faut qu'on fasse par tous les moyens pour qu'on ait une nouvelle constitution, pour qu'on parvienne à réinventer un nouvel État congolais, proche de la population, pour le peuple, pour les intérêts du Congo, mais aussi qui doit s'ouvrir sur le monde, parce que nous sommes au cœur des grands enjeux géopolitiques. Il faut en tenir compte. On ne fera pas un État en s'enfermant. Il faut faire un État, il faut inventer un État en s'ouvrant. Donc, pour le moment, pour être honnête, la seule personne qui a fait ce travail aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Kagame ne contrôle plus Kinshasa. Kagame ne gère plus Kinshasa. Il y a une rupture. Parce que quand il a parlé de troisième mandat, les gens commençaient à crier. Non, Kagame a fait combien de temps aujourd'hui? Bientôt il fera 30 ans, 40 ans au pouvoir. Il a changé de constitution. Personne n'en parle. Pourquoi ça doit faire un problème? Et chose grave encore, Félix est la seule personne qui a mis Kagame KO. Parce que Kagame était patron ici. Kagame est KO. Donc vous voulez que Félix parte, Kagame reste pour revenir encore au Congo? Non. On laisse un entraîneur qui a fait gagner l'équipe. On gagne l'équipe qui a gagné. On ne gagne pas l'équipe de perdants. Félix a gagné, il faut qu'il continue. Ici, il n'y a pas question de morale, c'est question d'être réaliste. Ça signifie que nous passons une période difficile. Il faut des gens d'expérience, des gens de courage qui peuvent aider à ce que le Congo renaisse. Nous sommes dans une imitation sans précédent. Mais le monde a basculé. Le peuple qui ne vont pas s'organiser, qui ne vont pas se battre, seront les esclaves des autres. Pour le moment, la seule personne qui a montré ses capacités de mettre Kagame debout et KO, Kagame qui gérait le Congo, c'est Félix. Donc Félix ne veut pas partir, laisser Kagame au pouvoir. Là, c'est fini. Comment Kagame va rester au pouvoir pendant qu'il est dans son pays et au Rwanda? Le Congo est aussi un État souverain, indépendant. Comment il va le laisser au pouvoir Mais qui nous fait des problèmes aujourd'hui? Kagame dit non. Rappelez-vous, quand Moïse Kabila a chassé les Rwandais et les Ougandais de Kinshasa, les 2 août. Museveni, tout comme Kagame, ils ont déclaré. Moïse Kabila n'a pas respecté leurs intérêts. Et ils sont chez eux, ils pensent aux intérêts au Congo. Voilà le problème. C'est l'élite congolaise qui ne comprend rien. L'élite congolaise qui n'a pas le sens de
de l'histoire. L'élite congolaise n'a pas la volonté de puissance. L'élite congolaise qui n'a pas de grandes ambitions au niveau du pays. Donc notre élite doit vite changer. Le président a comparé également la situation du Congo à celle de l'Ukraine. Il dit en Ukraine, il y a une agression. Ils n'ont pas organisé les élections. Oui. Chez nous aussi, il y a une agression. C'est normal. On ne peut pas organiser les élections. Oui. Mais entre-temps, est-ce qu'il sera toujours légitime? La seule personne, moi j'étais candidat en 2023. J'étais candidat. J'étais à Lukunga. J'ai vu combien les gens ont voté pour Félix. Si les députés ont triché, ils ont été nommés, la seule personne qui a la légitimité aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est le peuple qui l'a élu. Mais ce n'est pas un candidat qu'on a imposé par l'étranger. Il n'y a pas eu un coup d'État. C'est la toute première fois. Donc, on peut dire la deuxième, parce qu'il y a de Lumumba, il y a eu de bonnes élections libres. On avait voté pour Lumumba et Kassavubu. Mais cette fois-ci, Félix a eu la légitimité de la population. C'est lui qui peut engager de grandes réformes pour le pays. Parce qu'il a le mandat du peuple. Ceux qui font du bruit là, ils portent des masques, sont les intérêts étrangers. D'ailleurs, leurs discours, leurs programmes, ne changeaient pas la Constitution. Mais jamais ces gens ne parlent de l'occupation du pays par Kagame et Museveni, des pillages de richesses. Mais justement, M. Fodi Moulumba, quelle est la priorité? La priorité, c'est d'abord, il faut faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut avoir les instruments. Le premier instrument, c'est la loi. Et puis, le deuxième instrument, il faut avoir l'armée, avoir aussi une administration. Et c'est important. Si on change la Constitution aujourd'hui, il faut qu'il y ait des hommes capables de changer la situation du pays. Qu'est-ce qui vient avant? Changer la Constitution ou mettre fin à l'agression? Non, mais on peut le faire en même temps. Comment? On peut le faire en même temps. On change la Constitution, on réforme l'armée, on attaque la guerre. On attaque le Rwanda et l'Ouganda. Je te prends, il y a l'article 9. Beaucoup de gens ne comprennent pas. L'article 9 de notre Constitution qui stipule que sol, je pense, regarde là, sol et sous-sol, donc avant c'était la loi Bagajika. Sol et sous-sol appartient à l'État. L'actuelle Constitution, article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sous le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sous les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sous la mer territoriale congolaise et sous le plateau continental. Une question. Pourquoi on a barré, donc on a annulé, sous-sol et sol appartiennent à l'État? Et qui a fait? Et pour quel l'objectif? Aujourd'hui, il y a des concessions partout. On ne sait pas qui donne. Il y a des gens au village, ils sont assis, ils apprennent qu'on a vendu on a acheté leur territoire, donc leur terre. Un blanc vient, non, j'ai le document de parti de Kinshasa. Qui t'a donné? Ça, c'est les deux. Il y a des accords internationaux, on vient de signer avec les Américains. C'est l'État américain qui a signé avec l'État congolais. Et pour que ce contrat, ces accords soient efficaces, il faut normalement qu'on retouche la Constitution. C'est l'article 9. Parce que l'État ne peut pas les signer s'il n'a pas le contrôle des terres et des mines sur le sous-sol. Donc il faut tout revoir. Et puis autre chose. L'article, je pense, je ne suis pas constitutionnaliste, j'ai fait une analyse un peu sur le plan Sciences Po. L'article 167, je pense, qui prévoit qu'il faut le Congo peut céder une partie de sa souveraineté à un État africain. Je n'ai pas tout ça. Je sais pas 217. 1900, pardon. 167, pardon. 167, si je ne me trompe pas. 167. Ouais, on voit un peu. Donc, ce sont de tels articles qu'il faut revoir. Parce que vous partez au Rwanda, même en Angola, vous ne trouvez pas ça, qu'on peut céder notre souveraineté parce qu'il y a une loi qui est supérieure. Je ne sais pas si tu peux lire ça.
Ce n'est pas 167. C'est pas 167, non. 167 dit autre chose. Peut-être, il faut vérifier. Hein. Je ne connais pas très bien je n'ai pas retenu ça en tête. Donc, il y a beaucoup d'articles qu'il faut revoir. Parce que cette constitution a été élaborée avec un objectif. C'est le contrôle de nos richesses. C'était ça. D'ailleurs, qui a été voté par le référendum, non? Référendum, tu sais comment ça s'est passé ici? Mais le peuple a voté, non? Le peuple a voté. Est-ce qu'il y a eu des débats? Moi, je me rappelle à la télévision nationale, le professeur Kabissa, sur les plateaux. Kabissa a pris parole pour dire qu'il ne faut pas voter oui. Kabissa, il est vivant. Donc, nous jouons avec la vie. Ce n'est pas normal qu'on ait une culture d'esclaves, que d'autres peuples veulent s'imposer sur nous. Ce n'est pas normal. Ça doit changer et ça va changer. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'allure que les choses ont prise avec le président Tshisekedi, il y a l'espoir. Qu'on ne se cache pas. Donc d'aucuns pensent que le président Tshisekedi cherche simplement un moyen de s'éterniser au pouvoir comme Mobutu voulait le faire en changeant les constitutions à son souhait, à sa volonté. Est-ce que vous savez d'où vient Félix Tshisekedi? Vous savez ce que son père a subi pendant 30 ans jusqu'à mourir? Félix, je pense que ce qu'il va faire, c'est laisser dans l'histoire. Félix a été opposant, il a souffert avec son père. Il sait ce que c'est la politique. Faire la politique. On ne fait pas la politique pour avoir l'argent. On fait la politique pour laisser un nom dans l'histoire. Marquer l'histoire. C'est ça que Félix veut. Maintenant, il faut que les Congolais comprennent. Le pays est trop riche. Est-ce que vous trouvez normal? Les pays les plus riches du monde, une population appauvrie. Vous devez comprendre, vous devez étudier les causes. Et chercher des solutions. Il n'y a que les Congolais seuls. La plupart des gens qui parlent de constitution, tout ça, quand vous voyez derrière, ils portent les masques des intérêts des autres. Tous ceux qui s'opposent à... Je dis tous qui? Donne-moi les noms de ceux qui s'opposent. Donne-moi les noms des politiciens qui s'opposent. Il y a Sessanga. Sessanga, il vient d'où? JRCD. Fayoulou. Fayoulou vient d'où? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Genève? Qui est son mentor? C'est encore un autre. Il y a les gens du PPRD eux-mêmes. Le PPRD, vous comprenez, c'est l'AFDEL. Les Rwandais contrôlaient le PPRD. Qui d'autre encore? Vous avez des personnes comme, on va citer comme les Moïse Katumbi par exemple. Moïse vient d'où? Non. Ici, Ezali Kamuyama Belé. Éviter les discussions des individus. Pour le moment, nous devons changer la constitution, donner un troisième mandat à Félix pour qu'il puisse terminer sa mission. Mais si on change la constitution, que deviennent les territoires occupés, notamment Goma, Bukavu, tout ça? Comment on fait? Non, mais de toute façon, dans notre constitution, on va reconnaître que ce sont nos territoires à nous. On ne va pas les céder. Ça nous appartient, on va dire pourquoi. Ça ne fera pas une sorte de... Non, ça ne fera rien. J'ai dit qu'on va chasser les Rwandais et l'Ouganda de nos territoires. Il faut que tout Congolais comprenne ça. Parce que vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans des bars, vous buvez la bière, vous vous enivrez dans des restaurants. Allez sur place. Combien notre peuple souffre. Moi, j'étais un commandant à Nitouri. Mais il fallait voir. Mais ça, c'est pas quand même la Constitution qui est à la base de tout ça. Ça signifie que le modèle que nous avons est en crise. Il faut réinventer un nouvel État. Pour réinventer un nouvel État, il faut une nouvelle constitution. Pour les problèmes, de toute façon, nous pouvons changer. C'est notre problème. Ce n'est pas le problème des étrangers. Pourquoi on doit dire non? L'Union européenne a parlé. Il parle en tant que qui? C'est terminé. C'est la fin des aventures tantôt au Congo. On ne va plus accepter ça. Même nos enfants ne vont pas accepter d'être restés dominés. Ça fait la honte. Quand vous réveillez le matin, parce que ici à Kinshasa, je disais que vous êtes dans des bars, vous prenez la bière. À l'intérieur, quelle misère. Comment est-ce qu'on a toutes ces richesses et on est pauvre? C'est parce qu'on nous a appauvris. Pourquoi on nous a appauvris? Les systèmes qui étaient en place étaient faits pour qu'on nous appauvrisse. Nous devons maintenant
inventer notre propre système, les mettre en place, c'est tout, pour les mines du Congo et des Congolais. Monsieur Fredy Mulumba, on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Alors, une question qui revient souvent, Monsieur Fredy Mulumba, c'est particulièrement la question liée à le débat sur notamment votre orientation politique. Monsieur Fredy Mulumba n'est pas politique. Monsieur Fredy Mulumba est chercheur scientifique. Alors, dans ce contexte-ci, qu'est-ce que vous conseillerez aux hommes politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir? Qu'est-ce que vous conseillerez à ceux-là? Il faut être patriote, c'est tout. Et refuser les dictats des étrangers. C'est très clair, non? Nous ne méritons pas d'être esclaves jusqu'aujourd'hui. 5 siècles. Nous sommes les esclaves des autres. L'Occident aujourd'hui perd le monopole de la violence et de l'argent. Demain sera la Chine. Si on ne change pas la mentalité, nous deviendrons les esclaves des Chinois. Un petit mot sur l'Iran. Oui. L'Iran et le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les États-Unis, malgré leur puissance, leur toute puissance, tout ce qu'ils ont comme réseau, comment ils n'ont pas su s'imposer totalement sur l'Iran? Je pense que nous sommes entrés dans un basculement du monde. L'Amérique n'est plus la superpuissance. Ah bon? Non, c'est fini. L'Amérique est devenue une grande puissance comme les autres. Je peux dire, l'Amérique, on peut la comparer aujourd'hui à la Chine, qui est aussi une grande puissance, et la Russie. Voilà pourquoi l'Amérique a des difficultés. Il n'y a pas de première puissance mondiale. Non, c'est fini. Ce n'est plus première puissance. Nous entrons dans un monde multipolaire. Donc il y aura 3 grandes puissances. La Chine, l'Amérique et la Russie. Et nous aurons des puissances moyennes ou bien régionales. On peut compter l'Inde, on peut compter l'Iran, c'est une puissance moyenne, régionale. On peut compter l'Israël, on peut compter la Turquie, on peut compter un peu plus, je dirais un peu l'Allemagne. Le Canada, peut-être. La France. Oui, le Canada, oui, mais le Canada, la France, mais ce sont les petits frères de l'Amérique. Ils ne sont pas des puissances en quelque sorte. Ils tiennent beaucoup plus à l'Amérique. Donc, nous sommes dans une nouvelle architecture mondiale. Il y a d'autres puissances qui émergent. Il faut en tenir compte. Donc, l'Amérique, ce qui va se passer, c'est quoi? Cette guerre ne va pas terminer. Ce sera peut-être une guerre de basse intensité entre l'Israël et l'Iran. L'Iran va se doter d'une bombe nucléaire. C'est pas puissance alors. Oui, c'est une puissance. Ils vont le faire. Peut-être ils en ont, mais ils ne veulent pas en parler. Et la Corée? Corée du Nord. La Corée du Nord, oui, mais la Corée du Nord, il a une arme nucléaire, mais la Corée du Nord n'a pas comment dirais-je, une économie forte. Hein. Mais l'Iran maîtrise, comment dirais-je, le pétrole d'un côté. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a comme puissance militaire, il contrôle un peu le pétrole, tu vois. Le golfe d'Ormuz, là, ça pose un problème. Oui. Donc, mais le Mali, on a subi... Le Mali a subi un coup. Je pense aussi que ça vient de l'Europe, particulièrement de la France. La France a attaqué le Mali, vous pensez? Parce que dans cette nouvelle configuration du monde, l'Amérique et la Russie sont plus puissantes sur l'Afrique, en Afrique. La France est presque exclue. Et l'Europe n'a pas beaucoup d'intérêt, donc n'a pas d'espace, de sphère d'influence en Afrique. L'Europe n'existe plus. L'Union européenne attaque les puissances. Il faut par tous les moyens récupérer les 3 pays du Sahel. Il faut qu'on se mette en tête, ça va continuer, il y aura la guerre. Jusqu'en 2030, il y aura peut-être l'équilibre de puissance. On va redéfinir les nouvelles frontières. Les nouveaux États vont émerger et d'autres vont disparaître. L'histoire est faite ainsi, parce qu'on a l'impression que les Congolais pensent que le Congo est créé par Dieu. Non, c'est une création des individus, des hommes. Tout comme aujourd'hui l'Iran, tout comme aussi l'Israël. Ce sont des créations d'hommes, des individus, des personnes. Donc on peut à tout moment revoir les frontières. Tout dépend maintenant des rapports de force sur le terrain.
Merci beaucoup, M. Freddy, d'avoir été donné un petit mot peut-être pour finir. Qu'est-ce qu'on retient? Il faut nous préparer à nous battre. Les gens qui pensent qu'on va négocier, que la crise sera résolue, se trompent. Tout va terminer par une grande guerre. Et je reprends ce que M. Kabila avait dit. La guerre sera longue et populaire. C'est très clair. Voilà, on va s'arrêter donc par ces mots de M. Freddy Mulumba. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On a commencé par la clé de lecture, on a parlé des révolutions industrielles, on est revenu au Congo avec la conférence du président, et puis on a fini par l'Iran et le Mali pour faire le tour d'horizon des questions qu'on a prévues. Alors, merci beaucoup. On espère que vous avez aimé. Allez, on va se quitter. Bon week-end chez vous. Au revoir.